Nous présentons donc trois personnes qui ont une activité différente, car c'était en effet un projet multidisciplinaire qui est issu d'un concours qui avait été organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, en fait, à la Biennale de Venise, Rem Koolhaas était curateur général et avait fait un brief général pour tous les pavillons nationaux qui s'intitulait, je le dis à moitié en français, à moitié en anglais, 1914-2014, Absorbing Modernity. Alors, pour répondre à ce concours, nous avons constitué une équipe de 4 curateurs, donc Sébastien Martinez-Barra, moi-même, Sarah Lévy, Judith Villander. Et après ça, nous avons élargi l'équipe afin de mener à bien ce projet. Maxime Delvaux, évidemment, faisait partie dès le début, et Benjamin Lafort, Sophie Dars et Mathieu Berger nous ont aidés à réaliser ce projet, ainsi que Grégory Daprat et Laure Giletti. Voilà. Alors, notre projet, le premier projet s'appelait « Intérieur, les pratiques habitantes des espaces construits ». Alors, pourquoi les intérieurs? D'abord, on a beaucoup construit au XXe siècle. Le parc immobilier dans nos pays occidentaux est vieillissant. Il doit être modifié, transformé. Il y a beaucoup moins de moyens qu'avant. Et donc, pour nous, l'intérieur était un des domaines les plus contemporains de l'architecture. Pourtant, cet intérieur est assez peu étudié. En dehors des intérieurs, disons, classiques, d'architectes modernistes ou des intérieurs de décorateurs présentés dans les magazines. Donc, on se trouvait intéressant de pouvoir l'étudier afin d'alimenter nos pratiques de jeunes architectes. Parce que quand on commence une pratique d'architecture, souvent on est confronté à l'intérieur. On est assez peu formé pour pratiquer l'intérieur, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on apprend à le faire. Et on trouvait utile, en tout cas pour nous, de pouvoir étudier les intérieurs, disons, vernaculaires, voir comment les habitants pouvaient aménager ceci et pouvaient nous fournir des enseignements qui puissent être utilisables par des architectes. Voilà, c'est l'endroit. Donc on a décidé de prendre ce brief de Rem Koolhaas un petit peu à contre-pied et donc de montrer qu'en fait les habitants peuvent absorber l'architecture. Voilà. Alors, on a mis au point un projet. Ce projet est basé sur une recherche empirique sur les intérieurs domestiques belges. Comment ça a fonctionné? On est parti du principe qu'on voulait faire un relevé photographique, vraiment pour voir comment les gens transforment et aménagent leurs intérieurs, avec Maxime Delvaux. Mais ça, il vous en parlera un petit peu mieux plus tard. En fait, le principe, c'est la relation entre la forme de vie et la vie des formes. En fait, l'intérieur, occuper une architecture, c'est l'interpréter. Donc, ajuster, modifier, transformer, sélectionner, abandonner. Donc, les conditions changent, la forme de vie change, et donc la vie des formes en est changée en conséquence. Et puis aussi, quand une architecture est livrée, souvent on n'en connaît que l'extérieur et on ignore tout de l'intérieur. Et on voulait savoir ce qui se passait derrière ces façades d'architecture qu'on pensait connaître. Alors, la méthode. On est parti sur les routes dès le 1er septembre 2013. Pendant 5 mois, on a rassemblé 1247 photos, 256 visites, en faisant du porte-à-porte. On a tenté de partir d'un échantillon représentatif du territoire, ce qui sera développé un petit peu plus tard. Et donc, on est arrivé au bout de ces 5 mois avec une archive, une quantité assez impressionnante de matériel photographique. Voilà, par exemple, la façon dont on a classifié cette archive. Donc, c'est beaucoup de matériel à traiter. On a imprimé les photos et on les a placées sur les murs du bureau que nous occupions pour ce projet. Et petit à petit, on a commencé à mettre ces images en parallèle et à observer des similarités entre ces images. Ces similarités, en fait, on a remarqué qu'elles s'opéraient, enfin qu'elles arrivaient de façon tout à fait indépendante du contexte socioculturel, linguistique, géographique.
et qu'elles apparaissaient de façon impromptue, comme ça, entre des choses dont on pensait qu'elles n'avaient rien à voir. La photographie et sa méthode un peu neutralisante a permis justement aussi de faire ressortir ces similarités. On a donc rebaptisé le projet « Intérieur, notes et figures ». Voilà. Intérieur, parce que c'est le champ d'investigation. Notes, ce sont les documents, les relevés, donc les photos. On a écrit des textes pour les décrire, pour les analyser, pour les interpréter. Et on a aussi réalisé des diagrammes. Donc c'est des outils de l'architecte qui nous ont permis de prendre ces notes. Alors ça a été un travail collectif assez long, au terme duquel émergent les figures un petit peu en filigrane. Alors les premières figures que nous avions identifiées étaient plutôt d'ordre typologique, formel. C'est-à-dire qu'on nommait plutôt... on a remarqué qu'il y avait des similarités vraiment de forme entre certains dispositifs, certains intérieurs. Donc, par exemple, mais ça on le verra plus tard, c'est les objets inaliénables ou les foyers froids. Voilà. D'autres étaient plutôt de l'ordre des attitudes de l'habitant, des registres d'interprétation du bâti. Par exemple, l'une d'entre elles a été appelée l'approximation. Voilà. Donc, ces figures émergent petit à petit et on a beaucoup travaillé sur la façon de présenter ces figures. Au début, on voulait classifier, mais c'était très compliqué parce que toutes ces figures se recouvraient. En fait, parfois une photo parlait de plusieurs figures, parfois une figure était à cheval entre d'autres figures un peu plus définies. Et donc, on a décidé de procéder par montage au sein du catalogue. Donc, on a classé... on a plus ou moins classé les images, en tout cas on les a mises l'une à la suite de l'autre, de façon à glisser progressivement d'une figure à l'autre. Donc certaines images accompagnées d'un texte expriment clairement ces figures, tandis que d'autres sont à mi-chemin. Voilà. Donc, en conclusion de cette introduction, en fait ce qui était très surprenant, c'est qu'on observe une véritable rupture entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, n'importe quel extérieur peut pratiquement donner lieu à n'importe quel intérieur, et donc derrière la permanence des façades, on observe une sorte de métabolisme intérieur. Lorsqu'on a fait cette recherche, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, et on a dû partir à la recherche d'intérieur sur base des extérieurs, ce que Maxime va vous expliquer maintenant. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pendant ma présentation, je vais passer un diaporama qui montre, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'ouvrir l'ouvrage, plus ou moins des extraits donc, de l'archive photographique que nous avons constituée pendant toute cette recherche. Alors d'emblée, quand le projet s'est présenté à nous, nous avons décidé de traiter de la totalité du territoire belge. C'est quelque chose qui nous paraissait vraiment fondamental dans la mesure où chaque région, chaque province a une histoire, une géographie et des typologies qui leur sont propres. Et nous ne pouvons pas concevoir de réaliser une étude sur les intérieurs domestiques en Belgique sans traiter de la totalité du territoire. Par rapport à la thématique lancée par M. Colas, dont Bernard a déjà un petit peu parlé, qui était Absorbing Modernity 1914-2014, nous avons voulu traiter d'une temporalité beaucoup plus large, sans laquelle nous aurions dû faire l'impasse en fait, sur toute une série de logements et de typologies, par exemple tout ce qui est centre-ville historique, etc. Et donc l'étude qui est présentée ici dans le livre intérieur Notes et figures montre des habitations sur une période qui s'étale du XVIIe siècle jusqu'aujourd'hui. À partir de tout ça, nous avons essayé d'élaborer une base théorique pour pouvoir aborder le territoire belge. Et donc nous avons décidé de travailler en divisant le pays par province, tel qu'il est déjà divisé, et en se donnant, vu que nous avions des contraintes de temps, une moyenne de 7 jours par province pour visiter l'entièreté du territoire. Donc nous avons réalisé cette étude, comme l'a dit Bernard, en septembre 2013 jusqu'à janvier 2014. Alors ça a commencé en analysant d'abord des vues satellitaires des différentes provinces via Google Earth. Et donc, en fonction des différentes densités urbaines qu'on pouvait observer par satellite, nous avons sélectionné des zones habitées
qui nous paraissait représentative de ce qu'on pouvait observer dans ces provinces. Donc à partir de là, ça nous a permis de passer plus de temps dans des villes, dans des villages, dans des campagnes, etc. Par exemple, pour la province d'Anvers, l'étude amenait à passer beaucoup plus de temps dans la ville d'Anvers et dans sa périphérie, alors que pour la province du Luxembourg, on était amené à passer plus de temps dans des villages et dans des maisons individuelles. Ensuite, nous avons utilisé Google Street View pour essayer un peu de rentrer dans ces différentes zones que nous avions sélectionnées et essayer de sélectionner des typologies qui pouvaient nous paraître représentatives de ces différentes zones que nous avions extraites et de la diversité donc, qui les composait. À partir de là, nous avons créé les listes que Bernard a montrées juste avant, qui permettaient donc de diriger un petit peu les différentes visites que nous allions faire. Donc concrètement, comment ça se passait ? Je partais le matin avec un membre de l'équipe et nous nous dirigeons vers une rue qui était notée dans ces listes. À partir de là, nous arrêtions devant une maison, on sonnait à la porte de l'habitant. Si la personne ouvrait la porte, on lui expliquait le projet, on essayait de le convaincre de participer à l'étude, de rentrer chez lui. Si ça fonctionnait, on rentrait. Si ça ne fonctionnait pas, eh bien, on passait à la maison suivante et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse en moyenne voir 1 à 2 maisons par zone que nous avions isolées. De manière générale, je dois dire qu'on a été assez surpris parce que 7 personnes sur 10 environ, on va dire, nous laissaient quand même rentrer chez eux et réaliser les photographies alors que nous arrivions à l'improviste. Donc ça a été quelque chose d'assez bénéfique pour l'étude. Il faut bien envisager ces listes comme des bases théoriques qui nous ont permis de diriger la recherche photographique, mais bien évidemment, le hasard des rencontres, l'errance à travers le territoire belge, nous a amené à visiter énormément de maisons que nous n'avions pas listées. Donc il faut bien considérer cette étude, comme Bernard l'a dit, comme une étude empirique, qui s'est construite en visitant l'entièreté du territoire, mais qui part d'une base théorique. Donc nous avons visité 256 logements et réalisé 1257 photographies, et 250 environ de ces images sont reprises dans la publication intérieure Notes et Figures. Alors comment documenter tous ces intérieurs ? Nous avons pris le choix de le faire via la photographie, car la photographie permet de découper des espaces unifiés, de mettre en avant toute une série d'indices par le cadrage qui vont diriger le lecteur, la lecture que va en faire le spectateur vers l'objet qu'on souhaite vraiment ici présenter. Donc je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Et la photographie est aussi un document qui permet de représenter de manière plus ou moins objective, on va dire, des réalités assez concrètes. Donc en fait, ça nous a permis, après les visites, de pouvoir continuer à analyser ces photographies et essayer de trouver des choses à l'intérieur. Et d'ailleurs, certains dispositifs qu'on a isolés dans le cadre de l'étude sont apparus vraiment après, en relisant encore ces images. Donc, dès la phase de concours, nous avons fait cet exercice de faire des visites dans des intérieurs, chez des gens qu'on connaissait plus ou moins bien, afin, dans un premier temps, d'avoir un matériel exploitable pour la réalisation du concours, et aussi, et c'est surtout ça qui est important, afin de mettre en place un système qui allait nous permettre de photographier donc ces différents intérieurs de la manière la plus précise possible et de pouvoir extraire quelque chose d'intéressant. Donc comme le projet est basé sur le fait que les gens nous ouvrent leurs portes et nous laissent rentrer à l'intérieur, c'est quelque chose qui était assez risqué. Et il fallait donc mettre en place un processus assez rapide et efficace de prise de vue. Parce qu'en moyenne, nous passions entre 10 et 30 minutes chez les gens, même si parfois ça pouvait s'éterniser plusieurs heures. Et donc, au-delà du côté documentaire que ces images pouvaient apporter, il fallait aussi qu'elles aient quand même des caractéristiques esthétiques, puisqu'elles allaient être présentées dans une publication. Donc, il était important de mettre en place un processus qui permettrait d'avoir ces deux qualités dans les images. Donc, dès le début, j'ai essayé de fixer de manière assez pragmatique des contraintes. Par exemple, ne pas utiliser de lumière additionnelle, pas de flash, pas ce genre de choses. C'était beaucoup trop intrusif d'arriver chez les gens avec énormément de matériel photographique. Et en plus, on aurait mis beaucoup plus de temps à pouvoir le faire. J'ai donc utilisé un petit appareil réflexe classique et un trépied. L'utilisation du trépied permettait de pouvoir avoir des images de qualité
quelles que soient les intensités lumineuses ou la lumière qu'il pouvait y avoir dans les intérieurs, ce qui était souvent très très différent. Et de manière générale, je demandais aux gens chez qui nous étions d'éteindre tous les éclairages artificiels, de manière à obtenir un éclairage qui est le plus uniforme possible et d'obtenir une matière photographique qui est la plus uniforme, et d'éviter que justement ces éclairages artificiels créent une ambiance à l'intérieur de ces intérieurs. Ensuite, il y a eu un gros travail par Photoshop, de retouche et d'uniformisation des photos. J'ai également décidé de travailler avec un seul objectif, qui est un 17-40 mm pour ceux que ça intéresse. Donc afin de ne pas avoir trop de matériel, de ne pas se poser trop de questions sur place, de pouvoir être vraiment efficace à l'intérieur des différents intérieurs. C'est un objectif grand angle. Je ne suis pas spécialement partisan du grand angle utilisé à l'excès en photographie d'architecture, mais dans ce cas-ci, je pense que c'était nécessaire parce que ça permet d'exprimer quand même des fragments, d'extraire des fragments beaucoup plus importants dans les intérieurs qu'on visitait, et d'exprimer aussi des certaines notions spatiales dans des espaces qui sont souvent très réduits. Donc, après avoir réalisé ces différents tests pour l'étude, nous avons décidé, comme l'a dit Marie-Cécile, de réaliser des images avec un cadrage unique, donc qui a un point de vue frontal, comme on peut le voir ici dans les images présentées, et un cadrage horizontal. Alors, pourquoi nous avons fait ça ? Déjà, le fait d'avoir un processus fixe permettait de gagner, encore une fois, du temps lorsqu'on était en train de visiter ces intérieurs. Donc ça a été une contrainte, ça n'a pas permis de photographier tout ce qu'on aurait voulu photographier. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas possibles avec un cadrage frontal. Mais en même temps, ça me permettait, lorsqu'on était sur place, de me focaliser vraiment sur le fait de trouver ce cadrage pour représenter l'objet qui était photographié. Et donc ça permettait à chaque photo que je faisais d'être potentiellement utilisable pour l'étude, puisque j'ai réalisé énormément de photos. Mais l'intérêt premier que nous avons eu à travailler avec un cadrage frontal, c'était de pouvoir obtenir, par association d'images, en fait, une lecture comparative de ces différents intérieurs. Donc, ce point de vue frontal associé à l'utilisation du grand angle permet d'obtenir une sorte de distance et de neutralité par rapport au sujet qui est quand même relativement intime que nous avons photographié. Et ça permet aussi de traiter les intérieurs de manière assez équivalente, de les mettre tous au même niveau. C'est-à-dire que le regard photographique, en fait, dans ce cas-ci, le regard du photographe, pardon, ne va pas prendre le pas sur ce qui est photographié. Et donc un logement social est traité exactement de la même manière qu'un intérieur bourgeois. Et les images qui découlent de tout ça portent en elles le même type d'informations. Donc, comme vous pouvez le constater ici derrière, c'est un travail qui prend principalement son sens dans la masse d'images qui a été produite. Et ce processus frontal et systématique permettait donc d'obtenir des images comparables qui allaient révéler des similarités, des différences au sein de ces différents espaces habités que nous avons visités. Ça permet donc à ces images d'être vraiment utilisées comme des outils qu'on peut manipuler, qu'on peut mettre ensemble afin de créer un propos. Alors, qu'est-ce que nous avons cherché à photographier ? Donc, de manière générale, en débutant l'étude, l'intention était de photographier les différentes transformations successives que ces intérieurs ont subies. Donc la manière dont les gens ont modifié, adapté, transformé des espaces existants pour leurs nouveaux usages. Étant donné que notre démarche était improvisée pour eux, ça amenait une limite dans les espaces que nous pouvions observer dans ces intérieurs. Donc principalement, quand on arrivions, on pouvait visiter le salon, la cuisine, la salle à manger, mais des espaces un peu plus intimes, tels que les chambres, les salles de bain, étaient plus difficilement accessibles. Mais ça permettait de photographier les intérieurs tels qu'ils étaient au moment où nous sommes rentrés dedans. Donc, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas prévenus, ils ne savaient pas qu'un photographe allait venir chez eux prendre des photos. Et donc, ça permet de donner une vision des intérieurs qui est très juste par rapport à la manière dont les gens les utilisent. Ils sont vraiment tels quels. Alors concrètement, on demandait aux gens chez qui on rentrait de nous expliquer les différentes modifications qu'ils avaient apportées ou que les propriétaires précédents avaient apportées à leurs intérieurs. Donc ça pouvait être des modifications de
tout type d'échelles différentes, des modifications structurelles, des extensions, des ajouts, des suppressions de cloisons, mais aussi des modifications plus petites, des meubles intégrés, des transformations de sol, ce genre de choses. Et la plupart du temps, les gens avaient beaucoup de mal à nous répondre. Ils ne voyaient pas ce qui pouvait être intéressant chez eux dans le cadre de notre étude architecturale. Et donc il fallait, et c'est là que le travail était intéressant et a évolué grâce à ça aussi, il fallait apprendre à vraiment à lire ces intérieurs, à essayer de les comprendre, de voir les différentes modifications qu'on pouvait observer. Et à partir de là, en les pointant, on arrivait en discutant avec les gens à ce qu'eux se mettent à nous expliquer donc pourquoi ils avaient fait ça, ou pourquoi ils pensaient que les propriétaires précédents avaient fait ça. Et ils prenaient du coup conscience de ce qu'on cherchait vraiment à faire. Donc, du fait que toutes ces modifications successives, aussi petites soient-elles, avaient finalement engendré des modifications plus importantes sur la manière dont ils avaient d'habiter ces espaces intérieurs, et qu'elles étaient assez révélatrices de leur manière d'habiter. Et donc, cette corrélation dont Bernard parlait entre les formes de vie et la vie des formes. Donc une fois qu'on avait toutes ces informations, je commençais à prendre les photos dans les intérieurs, et on prenait également des notes de tout ce que les gens pouvaient nous raconter comme histoire sur les intérieurs. Et nous prenions aussi tout un tas de données qui sont reprises dans le livre, telles que l'année de construction, le type d'occupation, la typologie, la zone géographique dans laquelle l'habitation se trouve. Et plus l'étude avançait, plus le sujet en fait se construisait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après avoir photographié des dizaines et des dizaines de cheminées bouchées, de caches radiateurs, d'ouvertures de baies, des faux plafonds, des choses comme ça, il apparaissait qu'il y avait d'autres modifications qui pouvaient être peut-être un peu plus faibles, un peu plus instinctives, mais qui avaient une réelle influence sur la manière dont les gens habitaient ces espaces. Et donc des objets du quotidien tels qu'un tapis, une plante, un tas de bûches, un meuble, pouvaient aussi constituer des dispositifs qui modifiaient à leur façon des structures spatiales qui étaient existantes. Et donc le projet a finalement évolué comme ça au fur et à mesure des visites et de ce qu'on pouvait observer. Ensuite, nous réunissions toutes les semaines, toutes les 2 semaines plus ou moins, avec toute l'équipe. Je présentais un petit peu les photographies que j'avais réalisées. Et on discutait ensemble de l'intérêt des différents dispositifs observés ou pas. Et toutes ces images donc, étaient accrochées au mur, ce qui nous permettait de les manipuler, de vraiment faire évoluer le travail au fur et à mesure, et d'arriver finalement à un montage qui permettait de raconter par association d'images des histoires possibles, comme ça, des intérieurs domestiques en Belgique. Bonjour, donc merci à mes camarades d'avoir déjà bien présenté le travail. Et donc effectivement, à partir de ce récit que nous montre l'enquête et dont Maxime vient de parler, je voudrais commencer à aborder des problèmes d'ordre théorique qui imprègnent en fait ce récit et cette enquête, et dont certains ont été effleurés à travers notre travail, et notamment à travers les textes d'introduction qui ouvrent l'ouvrage, mais qui pourraient mériter d'être réinterrogés, d'être explicités, et c'est peut-être cela que je vous propose maintenant. Donc j'ai essayé de dégager trois questions théoriques qui se sont rencontrées dans la recherche intérieure Notes et Figures, et qu'on pourrait formuler de la manière suivante. Donc première question: quel rapport peut-on établir entre l'habiter et le bâtir en tant que rapport au monde? Deuxième question: que signifie le fait de visiter et d'observer un intérieur habité? Troisième question: que signifie le fait de publier des intérieurs privés, de rendre public des intérieurs privés? Donc ces questions étaient déjà présentes dans l'enquête, mais je voudrais essayer d'aller un pas plus loin sur chacune d'entre elles à partir de certains textes d'inspiration plutôt philosophique, en l'occurrence phénoménologique, puisque je me suis intéressé justement dans la suite de cette enquête à ces questions à travers des travaux notamment de Heidegger, Peter Sloterdijk et Niklas Luhmann. Donc je voudrais amener quelques éléments théoriques sur ces questions dans le temps qui m'est donné. Alors d'abord, première question: quel rapport peut-on établir entre l'habiter et le bâtir?
Ici, une lecture de Martin Heidegger peut être assez précieuse dans la mesure où celui-ci rappelle la proximité de ces deux termes que sont habiter et bâtir à partir de leur étymologie dans la langue allemande, et en l'occurrence dans l'allemand ancien, le gothique, où finalement Buan signifie l'actuel bauen, c'est-à-dire construire, bâtir, mais signifiait aussi séjourner, demeurer ou encore habiter. Donc en ce sens, on peut dire que l'enquête intérieure de figures se propose comme un pas dans ce sens d'une redécouverte des proximités sémantiques qui existent entre le bâtir et l'habiter. Entre le Bau, comme dans Baumeister, et le feu, donc entre le Bau et le Bur, ou la partie bord dans neighbor, si vous voulez, celui qui habite à côté, dans la langue anglaise, mais donc dans son origine germanique. Donc cette origine, cette étymologie commune au bâtir et à l'habiter, qui s'exprimaient tous les deux par le Buan. Alors lorsque on s'intéresse au fait de séjourner, de demeurer, d'habiter à travers l'idée de Buan, Heidegger pose une distinction ici intéressante entre ce que l'on va appeler demeurer, Buan, et ce que l'on va appeler pleinement habiter, c'est-à-dire le Wunyan, qui en fait en ancien allemand a une connotation positive, si vous voulez, le fait de bien habiter, de résider content, de demeurer en paix. Le Buan qui nous a intéressé davantage, je pense, ici, se veut plus neutre et s'intéresse finalement à la question du séjour prolongé, du fait de demeurer. Donc le fait que effectivement ce séjour n'est pas toujours de qualité et que cet habité n'est pas toujours riche, mais peut effectivement être celui de la personne, par exemple, placée en résidence, comme on dit, dans un home, comme nous montre cette image. Donc même placé en résidence, on réside en quelque sorte. Donc on peut habiter pauvrement, on peut faire l'expérience d'un séjour prolongé mais sans qualité. Et ici, Sloterdijk rappelle ce terrible constat qu'on habitait à Auschwitz, comme il le pose, c'est-à-dire qu'à partir de cette approche, si vous voulez, par le séjour et l'idée de demeurer, on se défait un peu de ce regard un peu émerveillé sur l'habité et ses créations, qui peut, comment dire, qualifier certains types de travaux. Et je pense qu'ici, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est plutôt cette idée du caractère inexorable de l'habité, et qui, même lorsqu'il se développe pauvrement ou dans un séjour sans qualité, est producteur d'arrangement, d'attachement, de création. Ici, on voit déjà que dans une pièce même très limitée et très orientée et très contrainte au niveau de ses possibilités, des arrangements sont déjà trouvés. Donc, jusqu'ici, ces proximités entre habiter et bâtir à travers cette origine étymologique commune restent un petit peu énigmatiques. Donc, il faut aller chercher une troisième signification du Buan qui est soulevée par Heidegger et qui permet d'établir plus précisément les rapports entre l'habiter et le bâtir. Cette troisième signification du Buan, c'est cultiver. Cultiver comme on va le retrouver dans le Bauer, le paysan, ou le bourg en flamand. Et donc cette dernière utilisation de Bowen, qui est aujourd'hui tombée en désuétude, impliquait à l'époque l'idée à la fois d'enclore, l'idée de prendre soin et celle d'élever. Donc d'abord, effectivement, le Buan comme cultivé suggère l'idée d'enclore et de délimiter. Donc effectivement, c'est cette idée qu'on habite des intérieurs qui se donnent une enceinte et qui se structure autour d'une limite. Donc ici, effectivement, on prend de nouveau une situation un peu limite qui est reprise dans l'ouvrage pour commencer à voir naître l'habité à travers cette idée à travers ce phénomène qui consiste à enclore, à délimiter. Mais cultiver, c'est également, dans un deuxième sens, prendre soin, protéger, ménager ce qui est à l'intérieur. Donc, comme on va prendre soin ou protéger, ménager
les plantes, les animaux à l'intérieur d'un enclos qu'on cultive, ou comme on va essayer de se protéger et de se ménager soi-même à travers le fait d'habiter. Hein, ici, effectivement, l'enceinte, le fait de s'enclore finalement a une dimension protectrice et pacificatrice à travers la membrane de la tente ou encore l'écran des tissus qui sont suspendus. Et donc, troisième dimension de se cultiver, c'est enfin l'idée évidemment d'élever. Hein, et à cet égard, le terme bure, comme le rappelle Sloterdijk, désigne ici un enclos à poulets, un poulailler, donc une enceinte à l'intérieur de laquelle on fait grandir, on fait advenir, on élève. Et donc, effectivement, ici aussi, si vous voulez, l'habité se trouve éclairé par cette dimension-là, hein, cet espace intérieur où l'on fait grandir, où l'on fait advenir, où l'on développe un potentiel d'installation, de développement d'usage, d'habitude, de développement d'un imaginaire. Donc on voit ici cette situation pleine de promesses, si vous voulez, d'habituation et de développement d'usage. Et donc ici, on comprend mieux, peut-être à travers ce petit exercice étymologique, cette continuité sémantique qui se pose entre habiter, cultiver et bâtir, et qui se fait à travers cette dimension créative et créatrice par laquelle l'homme crée des situations, génère des habitudes, fabrique des mondes. Hein, pour reprendre la formule de Goodman, l'homme est certes faiseur de monde, mais il est faiseur de monde déjà et avant tout à la maison. Hein, il est faiseur de son monde. Donc c'est pour souligner cette dimension que Heidegger insiste sur la citation suivante, sur laquelle il revient souvent, « Tout homme habite en poète ». Par là, il veut dire que tout habité est poétique, c'est-à-dire que tout habité est créateur de situations. Alors de nouveau, si vous voulez, il ne faut pas s'enflammer devant cette réalité ou ce constat, puisque ça peut être de la très mauvaise poésie dans certains cas. Mais en tout cas, on est face, si vous voulez, au caractère inexorable de la création, du faire lié à l'habiter, faire au sens de to make, hein, c'est-à-dire que habiter, c'est directement aménager son monde, ménager son monde aussi, dans ce sens effectivement du fait de l'organiser et de le protéger. Mais c'est aussi, cela consiste aussi à mettre en forme et mettre en ordre constamment, hein, donc effectivement aménager dans un sens et puis mettre en ordre, ménager, faire le ménage, etc. Donc à travers cette petite exploration, je voulais mettre le doigt sur cette proximité entre habiter et bâtir qui finalement présente deux anthropotechniques, comme on pourrait dire, et c'est en cela qu'on peut les rapprocher, hein, en tant que technique de l'habiter et technique du bâtir. Ici, il me semble que l'enquête intérieure de notre figure pose la question de ce que les productions du bâtir doivent aux productions de l'habiter. Et elle pose la question du point limite qui les sépare et où l'un et l'autre en viennent à se distinguer. Donc on pourrait se demander aussi si l'enquête intérieure de notre figure ne prend pas ici également le caractère d'une quête identitaire sur ce qui serait le domaine propre de l'architecture et de l'architecte. Et voilà, ce point qui nous amène à ma deuxième question. Que signifie le fait de visiter et d'observer un intérieur habité? Donc dans l'enquête, comment se fait la prise de connaissance des productions de l'habité, de la dimension constructive de l'habité? Il ne se fait pas par immersion prolongée dans les maisons, il ne se fait pas par discussion prolongée avec les habitants et par développement d'une empathie particulièrement exigeante sur les raisons de leurs aménagements et de leur ménagement, même si Maxime a rappelé qu'il y avait des conversations qui orientaient quand même la visite. Mais donc la prise de connaissance de la dimension constructive de l'habité se fait essentiellement par visite à l'improviste, et une visite un peu embarrassée. Hein, elle se fait par l'événement inédit de la photographie de l'intérieur privé des personnes, selon ce protocole qui a été expliqué par Maxime, et à partir d'une rencontre qui n'est pas celle de la discussion autour d'une table, si vous voulez, mais qui est plutôt celle de la rencontre frontale, qui pose une distance, une distinction, une différence entre l'observateur et l'observé,
Et une distinction et une différence aussi entre deux systèmes de pertinence et deux types de rapports très contrastés au monde intérieur que porte le photographe, l'architecte et puis l'habitant. Donc on peut s'interroger, continuer à interroger, même si l'exposition est finie, sur la signification de cette démarche qui prend connaissance de la dimension créative de l'habité par l'observation, par la découpe du monde de l'autre, par l'image, pour en conserver un ensemble de signes, et par son redéploiement dans le langage des descriptions qui accompagnent les photos. Alors que se passe-t-il dans cette situation de la visite, de la prise de vue et de la photographie? Celle-ci se déroule dans un espace qui est doublement signifiant et qui est doublement absorbant, pour reprendre un terme qu'on aime bien. Un espace qui est signifiant et absorbant, évidemment, pour la personne qui vit sa vie, et puis un espace qui s'avère aussi signifiant et absorbant pour l'architecte qui mène son enquête et qui l'investit à sa manière. Alors pour la personne qui vit sa vie, l'intérieur se présente de manière particulière puisqu'il est déthématisé, il est appréhendé à partir d'une participation diffuse à l'espace, et il est connu sur le mode profond et lent de l'installation, de l'usage répété, de l'habituation, de l'attachement. Donc c'est un rapport finalement au monde intérieur qui passe par l'occupation corporelle et par le maniement des espaces et des objets, davantage que par l'observation. Au contraire, d'ailleurs, pour Sloterdijk, l'habité, c'est l'existence sur le mode de la non-observation et du non-étonnement, qu'on imagine que cette personne ne s'étonne pas de son intérieur. Il s'agirait d'ailleurs moins d'un site que l'on observe qu'un site à partir duquel on observe le monde. On reviendra tout à l'heure sur la question avec la place de la télévision. Donc pour l'architecte, l'enquêteur, pour le photographe, l'intérieur est investi d'une manière tout à fait différente à travers un rapport au monde très contrasté, un rapport à l'espace très contrasté, même si aussi très exigeant, et qui est celui d'un intérieur thématisé comme tel, focalisé, appréhendé sur le mode de l'observation, appréhendé dans des temps courts, ceux d'une visite surprise qui se doit d'être efficace, qui permettra de développer une quantité d'images. Donc vous voyez tous ces éléments qui ont été soulevés par Maxime. Et donc un rapport à l'espace et au temps qui est tout sauf celui de l'habité finalement. On peut même se demander si ce ne serait pas son contraire. Alors par là, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'une démarche plus empathique, plus immersive dans ces intérieurs n'aurait pas été préférable à ces visites éclairs et à ces photographies? Donc ici, ce qui me semble important d'assumer, si vous voulez, d'affirmer, c'est que ce travail permet au contraire de confirmer et de respecter, si vous voulez, le caractère impénétrable de l'habité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'impénétrable dans ces situations, il y a une signification qui nous est inaccessible, et cette enquête et sa méthode assument ce plan-là pour dégager des portions d'informations, dégager des situations, des agencements de signes, d'un espace qui pourrait devenir intelligible et qui deviendra intelligible par la suite, et notamment dans des temps plus longs qui seront accordés, comme on le disait, à l'analyse des images, à leur compilation, à leur organisation, à leur description. Donc pour conclure sur cette deuxième question, l'ouvrage rend compte de l'imbrication compliquée, du couplage flou, de deux rapports extrêmement différents à un même espace. Dans l'ouvrage, l'ensemble de l'équipe, il me semble, n'a pas cherché à opérer la fusion des points de vue, si vous voulez, entre l'architecte et l'habitant, mais il se vaut plutôt une mise en forme d'une mise en forme. Comme on le disait tout à l'heure, habiter, c'est mettre en forme son environnement, et ici, cette observation de l'habité et son produit, l'ouvrage et l'exposition, consiste à mettre en forme une mise en forme. Alors ici, juste un mot sur le cadrage photographique, puisque Maxime en a parlé tout à l'heure. On peut se demander si ce qui opère par le cadrage photographique, ce n'est pas en quelque sorte un décadrage de l'expérience habitante, qui se produit notamment dans ce qu'il a dit tout à l'heure à travers la demande qui est faite d'éteindre les éclairages et finalement de neutraliser l'ambiance propre à cette expérience habitante normale, si vous voulez, pour la personne. Et donc ce cadrage photographique est directement une sorte de décadrage de l'expérience habitante qui la dépouille de ses éléments impénétrables et qui sélectionne un ensemble de références.
pour ensuite les recadrer par le langage architectural et la discussion collective et ce travail un peu interactif qu'on vous a montré tout à l'heure avec les descriptions raturées et très longues qu'on a menées ensemble. Donc dans cette perspective, une perspective en quelque sorte de sociologie de la connaissance autour du livre, il pourrait être intéressant de souligner cette situation particulière où quelque chose comme de la connaissance émerge autour d'un espace qui est doublement signifiant et à partir d'une rencontre initiale qui est embarrassée, c'est-à-dire qui met en présence des systèmes de pertinence autoréférentiels différents et des systèmes de pertinence étrangers l'un à l'autre. Et c'est finalement dans cette espèce de peut-être de mécompréhension en quelque sorte que quelque chose émerge. C'est ce caractère paradoxal qui me semble important pour saisir le caractère spécifique du travail d'intérieur. Alors, troisième question, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Que signifie le fait de communiquer sur des intérieurs et de les publier? C'est-à-dire, en quelque sorte, que signifie le fait de mettre en commun ce qui est propre et de rendre public ce qui est privé? Donc ici, effectivement, les logements en soi constituent après tout plutôt quelque chose comme des anti-expositions, pour reprendre le terme de Sloterdijk, quelque chose qui n'est pas destiné à être exposé, ce qui n'empêche pas évidemment certains arrangements de visibilité, certaines mises en scène à des fins privées. D'ailleurs, on peut s'interroger sur ces espèces de collections pour soi qu'on retrouve dans ces intérieurs, collections pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Des situations qui sont peut-être en attente d'une visite d'ailleurs, d'un étranger. Donc, que veut dire le fait pour des intérieurs d'être rendus publics, d'être transportés sur la scène publique d'une exposition mondiale d'architecture et comment opérer ce transport? Je pense que ce sont des questions qu'on a essayé de développer à travers ce travail de communication sur les intérieurs et de publication des intérieurs. Donc cette enquête, finalement, à travers toute sa cuisine interne, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est finalement un processus, une chaîne d'opérations par laquelle l'intérieur suit un cheminement qui le mène du privé au public à travers différentes procédures et un travail interdisciplinaire où interviennent toute une série d'acteurs et effectivement Maxime en premier. Donc dans le livre, en bout de chaîne, si vous voulez, ce dont il s'agissait, c'est d'essayer de faire communiquer les intérieurs entre eux, avec l'image ou l'analogie des pièces qui communiquent entre elles, si vous voulez. Mais donc cette communication des intérieurs entre eux se fait sur un double plan, qui est celui du travail des images, où par accumulation, collection, compilation, par masse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a quelque chose d'un peu presque hypnotique, si vous voulez, où c'est par une sorte de report évocatif que tous ces intérieurs se succèdent les uns aux autres. Et donc dans cet amassement, dans cette accumulation de situations, on a quelque chose comme une vie des formes qui se déploie, pour reprendre le slogan fétiche du travail. Mais cette communication des intérieurs, évidemment, elle se fait également à travers le langage, à travers une enquête aussi qui touche à l'idée d'aboutir à la juste description, de pouvoir rendre compte, mais aussi rendre des comptes sur ces intérieurs, de la nécessité de développer une posture responsable, on va dire, par rapport à une certaine fidélité, ou en tout cas à la juste description. Ce travail, il se fait à travers le langage effectivement descriptif, mais aussi à travers le langage théorisant et généralisant, et qui propose des abstractions, à travers la mise au point de figures par recoupement inductif. Et donc là, on va arriver à cela avec Bernard dans un instant. Mais cette publication et cette communication des intérieurs, dans un troisième temps, elle se fait également par le travail des commissaires du pavillon et de Sophie Dars également, à travers ce travail de transplantation, de décadrage et de recadrage, si vous voulez, des intérieurs depuis leur site initial jusqu'à cet espace public et ouvert de la Biennale. Alors, le pavillon belge, voilà. Suite à cette recherche, qui avait pour objectif finalement de faire le projet à rebours, c'est-à-dire
sorte de projet à l'envers, quoi. Aller rechercher des intentions, comme disait Mathieu, aller chercher une généralisation, chercher ces figures. On a voulu faire l'exercice de refaire un projet à partir de ça, donc un projet à l'endroit, quoi. Donc de mettre à profit la recherche dans notre pratique d'architecture. Alors, on avait de la chance, on parlait d'intérieur, on avait un intérieur à notre disposition, celui du pavillon belge. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir comment présenter cette archive. Et donc on a fait ce choix de faire un projet, de faire de l'architecture plutôt que de montrer des documents d'architecture. Alors, évidemment, des difficultés se posaient. La plupart de ces intérieurs visités avaient été modifiés pour des raisons fonctionnelles et répondaient à une nécessité. Alors, on s'est posé la question, faut-il transformer le pavillon belge en logement? Mais en fait, non, il s'agissait de faire une exposition, et donc on a fait une exposition. Alors, le but de cette exposition est finalement que le visiteur puisse lui-même, à son tour, faire la même expérience que celle qu'on a faite dans les intérieurs. C'est l'expérience du projet à rebours. Donc, le visiteur entrant dans le pavillon doit faire l'exercice de découvrir ces figures, d'interpréter ce qu'il voit dans le pavillon, de se poser la question si ce qu'il voit fait partie ou pas du pavillon, voilà, ou de l'exposition. Alors, il est aidé en cela par des cartels qui sont des pages de catalogue qui ont été mis au mur, mais surtout il y a différents degrés il y a différents types d'interventions qu'on a mis en place dans le pavillon et qui lui permettent d'aborder les choses de différentes façons. Alors, par exemple, les interventions les plus typologiques, donc les figures les plus typologiques, celles qu'on a en premier identifiées lors de l'analyse et de la recherche, ont été mises en jeu dans le pavillon vraiment sous forme de maquettes, c'est-à-dire qu'elles ont été reproduites à l'échelle 1:1 et importées et placées dans le pavillon. Elles ont d'ailleurs été réalisées par une entreprise belge qui les a produites en atelier et les a amenées pour les poser directement dans le pavillon. Alors, présentons quelques-unes de ces figures. Voilà, celle-ci par exemple, c'est celle qu'on a appelée l'objet inaliénable. Alors, l'objet inaliénable, c'est un terme juridique qui qualifie les éléments qui doivent rester dans un logement quand celui-là change de propriétaire ou de locataire. Il s'agit habituellement des cuisines ou des salles de bain ou ce genre de choses. Mais parfois, des habitants prennent des meubles donc mobiles, et les rendent inaliénables. Alors, ce degré d'inaliénabilité varie selon les cas et peut aller d'un extrême à l'autre. Et donc, faisons un petit exemple ici qui montre un exemple de montage comme celui qu'on a fait dans le pavillon et différents types d'objets inaliénables, du plus incrusté comme celui-là, où il ne reste du meuble d'origine que la surface, au plus distant, que nous verrons après. Ici, par exemple, c'est le même principe, ce sont des étagères Ikea qui s'encastrent dans une baie afin de séparer deux espaces. Celui-ci, le meuble inaliénable type, disons, devient inaliénable par son raccord au réseau d'eau. Voilà, donc il a été directement rapporté dans le pavillon. Alors, ces objets inaliénables, il y en a de plusieurs types. Il y en a qui sont beaucoup plus légers. Par exemple, on retrouve cette figure dans ce cas-ci, où ce protège-mur a été placé pour protéger le mur de ces chaises, qui normalement n'aurait pas dû se trouver contre ce mur et donc ne pas abîmer le mur. Mais la présence de ce protège-mur attire comme un aimant les chaises à ce mur, les faisant se comporter comme un objet inaliénable. Voilà. Donc, on a importé ça dans le pavillon, mais en rendant ces chaises vraiment inaliénables. Elles sont donc attachées au mur, on ne peut pas les en séparer. Ce qui permettait aux visiteurs de s'asseoir et feuilleter des catalogues. Alors, un autre type de figure
plutôt typologique aussi. Parmi les premières que nous avions identifiées, celle-ci, c'est le foyer froid. On l'appelait le foyer froid. C'est-à-dire qu'en fait, traditionnellement, les logements belges sont centrés autour d'une pièce principale. Cette pièce principale, salon ou salle à manger et ou salle à manger, est souvent centrée sur une cheminée. Voilà. Et c'était le foyer chaud et qui chauffait donc la pièce de vie principale. Très souvent, cette cheminée est tombée en désuétude parce que le chauffage central est passé par là. On le voit par exemple à droite de la télévision. Et donc, le foyer n'a plus de raison d'être, est remplacé par une télévision, un foyer froid. Voilà, un foyer technologique. Mais ce foyer rentre en concurrence avec le foyer initial puisqu'il se place toujours à côté. Et donc, cette composition centrée se retrouve décentrée. Et on a cette espèce de combat permanent entre l'ancien foyer chaud et le nouveau foyer froid, qu'on retrouve sous différentes formes, dans différents types d'intérieurs. Et c'est là qu'on a aussi constaté la première fois à quel point ces figures étaient reconnaissables quels que soient les milieux, les régions, etc. Et même les goûts. On en a ici qui s'intègrent de plus en plus. On en a même qui deviennent très très minimalistes. Donc quel que soit le goût qu'on a, on peut toujours avoir un foyer froid. Alors dans certains cas, en cas de l'absence d'un ex-foyer chaud, on peut se fabriquer soi-même un foyer froid. Comme c'est le cas de celui-ci. Donc celui-ci, par exemple, c'est une figure qui est assez intéressante parce qu'elle parle de plusieurs figures en même temps. À la fois, c'est un foyer froid, comme on l'a défini, à la fois, c'est un objet inaliénable, et ça parle aussi du compromis permanent qu'il y a à faire un projet. Un compromis entre l'idée, entre sa réalisation, entre la qualité de sa réalisation, entre le gros œuvre, et le mobilier, parce que c'est un élément de mobilier immobile construit avec des matériaux de gros œuvres. Et donc, il y a aussi tout cet aspect de budget, de rapidité, d'efficacité qu'on a importé dans le pavillon, en insistant plus sur l'aspect immédiat de la chose, c'est-à-dire le principe de l'objet immédiat, donc un objet qu'on prend et qu'on utilise tel quel pour réaliser un élément. Alors, ce principe de compromis nous amène à parler d'une autre figure qui est le standard adapté. Alors, le standard adapté, eh bien, en fait, c'est une sorte de petit clin d'œil à l'exposition de Colas, justement à la Biennale dans le pavillon principal, qui parle des éléments et des éléments industriels aussi principalement. Bien, en fait, beaucoup d'éléments sont industriels et ne sont pas adaptés à la situation qu'ils doivent rencontrer et doivent donc être adaptés. Voilà, parfois de façon plus difficile que d'autres. Alors ici, encore un compromis. Alors c'est un compromis spatial. C'est une ancienne cuisine qui devient un salon, qui n'est plus une cuisine, mais qui n'est pas encore tout à fait un salon. Et donc ça pose la question de savoir comment définir un espace et quels sont les éléments suffisants pour nommer un espace, pour lui trouver un nom. Encore un compromis. Les logements bruxellois, des appartements placés dans des anciennes maisons de maîtres qui doivent trouver de l'espace et parfois contredire l'architecture d'origine. Et donc on a souvent, et ici c'est particulièrement représentatif, vraiment une tension entre l'architecture telle qu'elle a été pensée, dessinée, et le mode de vie de l'habitant qui vient se confronter et parfois vraiment se juxtaposer d'une façon marquée. Alors celui-ci, le compromis principal, en fait l'architecte a donc dessiné ce logement d'une façon assez claire, séparant la cuisine, la salle à manger et le salon, dans une composition en L où la salle à manger se trouvait entre les deux. On voit ça par notamment le seuil de la poutre au plafond. Mais l'habitant a décidé qu'il voulait que cet espace séparé en trois soit maintenant séparé en deux
et a posé un carrelage pour définir ça. Malgré tout, il se trouve confronté à l'architecture et à la persistance du dessin de l'architecte et est obligé de poser sa table dans la zone qui avait été définie par l'architecte comme la salle à manger. Et cette table se trouve donc à cheval sur ce nouveau seuil qui définit deux espaces de façon moins claire que l'architecte l'avait dessiné dans ce cas-ci. Et donc ça exprime vraiment une sorte de lutte presque là dans ce cas-ci entre l'habitant et le dessin initial. Alors ça, du coup, on rentre dans ce deuxième type de figure. Donc on avait vu des figures vraiment typologiques qui avaient été importées comme des maquettes dans le pavillon. Ici, c'est des figures qui sont plutôt de type du registre d'interprétation du bâti. On en a donc fait des interventions sur le bâtiment. On a fait nos interprétations du bâtiment suivant les figures qu'on avait rencontrées. Et on a fait un exercice. Alors voilà, ceci s'est fait aussi avec avec une entreprise générale, donc une vraie entreprise générale de bâtiment qui a fait de la vraie construction. On a fait cet exercice de seuil. Alors il y a plein de seuils. Ici il y a un seuil qui est le carrelage qu'on a reconnu de la figure précédente. On a le seuil du faux plafond qu'on voit dans le fond dans la baie. Ici on a des seuils qui se font plus subtils. Par exemple, ça se voit assez peu sur l'image, mais les joints des carreaux, les joints des carrelages étaient blancs et une zone à des joints noirs, et donc définit un sous-espace au sein de cet espace. Et on retrouve trois meubles de cuisine qui sont posés là et qui définit ce sous-espace qu'on a donc appelé la cuisine. Voilà, pose cette question qu'on s'était posé avant, de savoir quels sont les éléments qui sont suffisants à définir et nommer un espace. Voilà. Par exemple, ici, dans une situation qu'on a rencontrée, deux questions, celle dont on vient de parler, et puis une typologie, figure assez fréquente, qui est l'extension. Voilà. Alors, souvent, dans les habitations belges, on se retrouve confronté à des extensions, des vérandas qui s'ajoutent au pavillon, et pas toujours pour répondre à un besoin fonctionnel. Donc, ça crée une zone qui est entre l'intérieur et l'extérieur, qui est plus un extérieur, mais pas encore tout à fait un intérieur non plus, et dans lequel se trouvent parfois confinés des objets qui sont eux aussi un peu marginaux et ne trouvent pas leur place ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Alors, voilà, une autre de ces extensions. Voilà, qu'on a transposé dans le pavillon. Alors ça, c'est le troisième type d'intervention qu'on a mis en place. C'est celle qui révèle en fait les figures déjà présentes dans le pavillon, les caractéristiques déjà présentes du pavillon. En fait, le pavillon belge avait une annexe illégale qui avait été construite par le jardinier de la Biennale et qui n'apparaissait sur aucun plan. Quand on a découvert cette annexe, on s'est dit qu'on voulait l'utiliser dans l'exposition et la révéler. On a placé cette fenêtre dans le mur porteur du pavillon belge entre une des petites salles et cette annexe. Mais la fenêtre a été placée à l'envers. Elle utilise exactement les mêmes matériaux que les matériaux de construction du pavillon belge à l'origine. Et donc, entrant dans cette pièce, on se pose la question de savoir, tiens, c'est étonnant, est-ce que cette pièce était un extérieur avant? Est-ce qu'on se trouve dans une annexe? Oui ou non? Certains se posent la question, d'autres ne le remarquent pas, d'autres le remarquent tout de suite. Voilà, alors, autre qualité révélée du pavillon belge, cette porte vers la rue qui se trouve à l'extérieur, qu'on a aménagée comme un petit jardin et qui nous a permis de révéler et redécouvrir aussi l'échelle domestique de ce pavillon belge et d'ouvrir et d'attirer
les visiteurs vers cette zone du pavillon qui était avant, qui n'est jamais montrée puisqu'il s'agit d'une zone technique de la cuisine et des toilettes du pavillon. Alors ça nous amène à une dernière figure, c'est la figure du non-achèvement. En fait, on remarque que beaucoup de projets sont en phase de travaux pendant un certain temps, et tous les architectes le savent. Un projet n'est jamais tout à fait fini, et malgré tout commence déjà à être habité. Voilà. Et donc, il y a une espèce de rencontre, juxtaposition permanente de deux temporalités, qui est celle de la construction et de la ruine. Alors, on a trouvé cette figure déjà existante dans le pavillon. On voit ce mur qui commence à se décomposer et qui nous rappelle devenir ruine de tout bâtiment et le caractère inachevé de tout projet. Voilà. Merci.